Monsieur le ministre, comment voyez-vous le développement des médias en Chine, tels que l'Internet, la télévision, la radio et les journaux, à une époque où le public devient plus diversifié? À votre avis, comment les médias peuvent-ils mieux répondre aux besoins d'information du public concernant la société, la culture, l'économie, les industries, l'urbanisation, l'agriculture, etc.? votre question est justement une que nous nous posons aussi. Avec l'arrivée massive de nouveaux médias et de nouvelles technologies, les médias traditionnels en Chine font face à d'énormes défis. Le premier défi, c'est la technologie. De nombreuses entreprises Internet, bien que n'ayant pas la capacité de recueil d'informations d'un média, sont très puissantes dans la diffusion des informations. Ainsi, des médias traditionnels tels que la radio, la télévision et les journaux ont rencontré de grands défis. Leur influence baisse ainsi que leur profit, surtout le profit économique. Face à ce genre de défis, en nous basant sur les instructions du président Xi Jinping à propos de l'intégration en profondeur des médias et en tenant compte de la réalité depuis sa création, China Media Group a saisi les opportunités que présente le concept de la 5G et son application et a lancé la stratégie 5G plus 4K, 8K. Le noyau de cette stratégie consiste à transformer l'état de production de toute notre industrie de médias à l'aide de nouveaux médias et de la nouvelle technologie. Nos tentatives ont déjà porté leurs fruits au cours de l'année passée. D'un côté, notre influence a largement augmenté en matière de nouveaux médias. Prenons la couverture du 70e anniversaire de la fondation de la RPC comme exemple. Nous avons massivement utilisé de nouvelles technologies sur les nouveaux médias et envoyé nos contenus à nos clients selon leurs habitudes et leurs besoins. Cela a remporté un grand succès. Notre couverture du 70e anniversaire a récolté au total plus de 3 milliards 35 millions de clics, un chiffre phénoménal. Côté petit écran, pour nos téléspectateurs traditionnels, grâce à notre stratégie d'optimisation, le déclin de notre audience a également ralenti. Cette technique a été réalisée grâce à l'aide de plusieurs entreprises Internet. Ainsi, China Media Group n'est plus un diffuseur traditionnel de la radio et de la télévision. Il est en train de joliment se transformer en un nouveau média de premier rang mondial de production audiovisuelle. La Chine est une grande nation. Elle se développe tout en relevant de nouveaux défis. En tant que média national dominant, comment China Media Group jouera-t-elle son rôle dans la couverture de l'actualité en Chine et de la promotion de la Chine à l'international? Come mezzo di comunicazione statale, il China Media Group rappresenta la voce del partito C'est ainsi que nous faisons notre travail. En tant que radio et télévision nationale, notre voix représente celle du Parti communiste et du gouvernement chinois. Nous sommes conscients du rôle majeur que nous jouons. Nous sentons clairement que l'augmentation de l'influence exige celle de notre crédibilité et de notre popularité. Nous pensons que rien ne peut être laissé au hasard dans la couverture de l'actualité. Une quelconque émission, une quelconque phrase d'un présentateur doit tenir compte des faits et se tenir responsable vis-à-vis des faits. Deuxièmement, il faut prendre en compte la réalité chinoise. Il faut aider à régler les problèmes au lieu de les aggraver. Par exemple, nous avons une émission intitulée Sujet Focus, à travers laquelle nous gardons un œil sur la société. Le nombre de reportages mettant au jour des problématiques sociétales a été largement augmenté. La Chine se trouve dans une phase de transition. Le pays est immense et des problèmes surgissent souvent. C'est là qu'intervient Sujet Focus, qui fait la lumière sur ces problèmes, les condamne et les critique. Mais notre surveillance médiatique est constructive. Le but, c'est d'aider les comités locaux du Parti communiste et les gouvernements locaux à tacler des problèmes. Je suis fier de vous annoncer que depuis le début de cette année, tous les problèmes révélés dans Sujet Focus
ont reçu des retours des comités locaux du PCC et des gouvernements locaux et ont bien été réglés. Par exemple, nous avons révélé une crise de pollution dans une ville d'une province centrale de Chine. Plus de 20 cadres ont depuis été sanctionnés. Le gouvernement local en a tiré des leçons et a finalement éradiqué le problème. Donc à mon avis, contribuer à régler des problèmes en nous mettant dans la peau du peuple, c'est là la responsabilité de China Media Group. Nous avons la même pensée que le PCC et le peuple chinois. Nous nous soucions de ce dont le PCC et le peuple se soucient, car en Chine, le PCC et le peuple ont la même prise de position. Le peuple aspire à quelque chose, le PCC et le gouvernement l'aident à y parvenir. Dans ce processus, certains officiels locaux peuvent déraper et nous assumons notre rôle de surveillant médiatique. Face aux problèmes, nous ne les évitons ni ne les dissimulons. La croissance économique a tendance à ralentir en Chine. Cela inquiète tout le monde, car le ralentissement de la croissance économique chinoise aura un impact sur la croissance économique mondiale. Quel est votre avis sur ce sujet? Et les médias chinois font-ils des reportages là-dessus? Je viens d'assister à la conférence centrale sur le travail économique qui a résumé la situation économique de cette année et donné la direction de la planification du travail de l'an prochain. Vous avez sans doute vu des informations en rapport. J'ai l'impression que l'économie chinoise se montre plus robuste que celle d'autres pays. Cette année, la Chine devrait connaître une croissance annuelle de son PIB de 6,1%, les États-Unis de 2,4% et le Japon de 0,9%. D'autres pays des BRICS devraient connaître une croissance de leur PIB de seulement 1%, de même que des pays de l'UE dont la croissance tourne aussi autour des 1%. L'Inde a vu un déclin de son économie pendant les 3 premiers trimestres et le 4e trimestre devrait connaître une augmentation de 4,5%. Si l'on fait une analyse avec les chiffres des entités économiques principales du monde, une croissance de 6,1% de l'économie chinoise représente la même valeur que le montant total annuel du PIB de la Pologne ou encore de la Suisse. L'économie chinoise est marquée par une croissance robuste. Du fait que nous avons une grande population, on prévoit que le PIB chinois atteindrait 100 000 milliards de yuans, soit 10 000 dollars américains en moyenne par personne. Le camarade Deng Xiaoping a déclaré qu'une moyenne de 800 dollars américains par personne permettrait une vie de moyenne aisance. Dans le monde d'aujourd'hui, une moyenne de 10 000 dollars américains par personne sera très significative pour la Chine, un pays à 1,4 milliard d'habitants. Parlons à présent de la question du défi que posent les États-Unis. Au cours des dernières heures, les deux pays sont parvenus à un premier accord sur les tarifs douaniers, ce qui constitue un premier pas très important. Je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre, s'il ne s'agit là que d'un défi qui concerne l'économie ou si c'en est un qui aura une incidence sur les perspectives de gouvernance mondiale dans son ensemble. Qui dirigera le monde dans le futur ? Il s'agit d'une question d'intérêt mondial et en tant que personne appartenant à l'industrie des médias, je m'y intéresse particulièrement. La première phase des négociations économiques et commerciales sino-américaines a déjà abouti à un accord et j'ai vu que le président Trump a envoyé sur Twitter que les deux éléphants américains et chinois devraient s'entendre à l'amiable car si les éléphants se battent, la forêt ne sera plus paisible. Comme le président Xi l'a souligné à maintes reprises, la Chine a toujours priorisé la paix pour construire la communauté de destin partagé pour l'humanité et une coopération gagnant-gagnant. Jamais la Chine n'a eu dans son histoire l'idée d'envahir ni de dominer. Pour construire une communauté de destin partagé pour l'humanité, il faut affronter ensemble les problèmes communs à l'humanité, tels que le climat mondial, l'ordre économique international, l'écart entre les riches et les pauvres et la réduction de la pauvreté, notamment dans les régions moins développées. Il ne faut jamais avoir l'idée de faire retomber son malheur sur autrui, de se considérer comme la première autorité au monde, ni de se dire que c'est moi qui commande, donc tu ne peux pas avoir la belle vie. Lorsque l'on rencontre des ennuis, on doit négocier, c'est là l'idée que nous avons toujours défendue. Parlons à présent des relations sino-italiennes. L'Italie a accueilli l'initiative Ceinture et Route à bras ouverts,
Mais nous avons également remarqué une force dissuasive et une intervention extérieure contrariant la coopération entre les deux pays. Comment la Chine devrait-elle renforcer sa coopération avec l'Italie dans un tel cadre ? Étant en Italie lors de la visite du président Xi au mois de mars, les dirigeants des deux pays ont signé et échangé un protocole d'accord entre la Chine et l'Italie sur la promotion conjointe de la construction des nouvelles routes de la soie. À mon avis, je trouve que les deux pays sont très complémentaires. Par exemple, l'industrie créative italienne ou encore la cuisine italienne. C'est une bonne occasion pour les produits haut de gamme de l'Italie d'entrer davantage sur le marché chinois. Et ils sont les bienvenus en Chine. Bien sûr, beaucoup de produits chinois sont dignes d'être introduits en Italie. Il existe de grands potentiels de coopération entre les deux pays. L'Italie et d'autres pays européens ne devraient donc pas s'inquiéter de la Chine ? À présent, certains dirigeants européens, dont ceux d'Italie, ont peur que la Chine ne contrôle progressivement leurs économies, qui sont plus faibles par rapport à l'économie chinoise. Qu'en pensez-vous ? Cette menace est-elle réelle ? Les Chinois n'ont jamais eu ce genre de pensée. À mon avis, les États-Unis ou d'autres personnes ont inventé une série de mensonges parce que leurs intérêts et leur position hégémonique ont été compromis. Il faut se méfier du contact avec des pays qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui et sèment la discorde sur la planète pour confirmer leur position hégémonique. Et enfin, je voudrais poser une question sur Hong Kong. D'après vous et d'après le gouvernement chinois, que se passe-t-il à Hong Kong ? Les médias chinois et occidentaux sont-ils objectifs sur la situation actuelle à Hong Kong ? En ce qui concerne la situation à Hong Kong, ce qui me met très mal à l'aise, c'est que de nombreux reportages dans les médias occidentaux font preuve de partialité. Par exemple, quand certains jeunes hongkongais attaquent des policiers et des innocents, ils ne filment pas, mais lorsque la police se défend, ils le filment en disant que la police frappe de jeunes étudiants. Hong Kong est une société de droit. Comment la police peut-elle agresser les jeunes étudiants ? De plus, ces gens ont suscité des affrontements en commettant des crimes. La situation à Hong Kong se calme progressivement aujourd'hui. Dans ce processus, je pense que la décision du gouvernement central est correcte et respecte strictement la politique fondamentale, un pays de système. Hong Kong est une partie minuscule de la Chine. Le gouvernement central peut résoudre le problème tout de suite, mais il ne le fait pas. Cela montre que nous observons sérieusement la politique un pays de système. Et la loi fondamentale de la RAS de Hong Kong, je pense que le monde a vu cela. Mais en même temps, nous sommes également très affligés. Je pense que certains jeunes de Hong Kong sont insatisfaits de la société, ce qui met pleinement à jour la nature extrêmement complexe du capitalisme dans cette société et l'écart entre riches et pauvres. Je pense qu'après plusieurs mois d'émeutes, les habitants de Hong Kong devraient réfléchir à la question de savoir s'il faut détruire Hong Kong ou résoudre progressivement certains problèmes de manière constructive. J'ai l'impression que dans ce processus se fait sentir l'ingérence de certains politiciens et d'autres personnes aux États-Unis et ailleurs. Ceux-ci attisent les flammes et essayent de profiter de cette occasion pour contenir le développement de la Chine, le développement de l'intérieur de Chine. Nous sommes entrés dans le XXIe siècle, mais la pensée reste encore au XXe et XIXe siècle. La mentalité de la guerre froide est encore profondément ancrée chez certaines personnes en Occident et aux États-Unis, ce qui est inquiétant.